Bien, on reprend, et on reprend en fanfare, j'ai envie de dire, avec Julie Grèze, directrice de recherche à l'INSERM, membre du DEC, qu'on ne présente plus, donc le département d'études cognitives de l'École normale supérieure à Paris. Est-ce que j'ai le droit de dire que tu te situes dans ce courant dont on parlait ce matin, de les social neurosciences? Yeah. Oui, alors voilà, on a un bel exemple de ce qui était un type. Faut que je fasse un sourire comme moi. Et comme on l'a remarqué à plusieurs reprises, ça renvoyait un peu à ce que Marr disait à l'époque sur ces différents niveaux, aussi bien l'exposé de Joël Proust qu'en partie le nôtre, jouait sur différents niveaux de description, de différents niveaux explicatifs, le niveau psychologique, fonctionnel, le niveau computationnel et le niveau neuronal. Et là, on a quelqu'un qui s'est plongé justement dans ces neurones depuis de nombreuses années et qui est énormément publié sur toute une série de sujets qui sont très proches de nos intérêts. Je me réjouis beaucoup d'entendre ce qu'elle va nous dire aujourd'hui. Alors, merci Julie. Merci. Tu me donnes le temps, hein? Alors, bonjour à tous. Je suis très contente d'être ici et de participer à cette conférence inaugurale du Centre de sciences cognitives. Donc, je vais vous parler des bases neurales de la perception des comportements non verbaux des autres individus et en fait comment le cerveau, parce que c'est traite en fait les actions, les intentions et les émotions véhiculées justement par les comportements moteurs non verbaux d'autrui. Donc c'est un peu une sorte de conférence qui retrace ma propre histoire scientifique, j'ai envie de dire, parce que ces trois domaines, je les ai étudiés d'abord en thèse, puis en postdoc, puis maintenant depuis que je suis chercheur à l'INSERM, donc c'est un peu mon cheminement dans ce domaine des neurosciences sociales. Donc au début de ma thèse, quand j'ai commencé, on se posait la question de comment nous comprenons les actions d'autrui. Et en fait, les neurones miroirs dont je vais vous parler un petit peu venaient juste d'être découverts. Donc j'ai fait ma thèse avec Jean de Séti dans le laboratoire de Marc Jeannereau. Et donc à l'époque, on envisageait deux possibilités. Il y en avait sûrement d'autres, mais les deux grandes possibilités étaient les suivantes. La première, c'est qu'il pourrait y avoir ce que je vais appeler tout au long de cette conférence des représentations partagées. Et donc l'idée était qu'on utiliserait notre propre système moteur pour aller comprendre les actions d'autrui. Donc ça, c'était une première hypothèse, donc basée sur la découverte des neurones miroirs, mais surtout, c'était une hypothèse qui existait depuis des centaines d'années et qui avait été développée beaucoup en psychologie expérimentale, notamment par l'équipe de Prince, par exemple, et puis qui a été reprise, effectivement, en neurosciences par la découverte des neurones miroirs. Et une deuxième hypothèse, que je vais appeler des mécanismes inférentiels, mais qu'on retrouve très souvent sous, justement, Theory of Mind, donc la théorie de l'esprit ou mental state, et que, en fait, l'observeur va utiliser des systèmes assez généraux, inférentiels, qui peuvent utiliser autant pour des objets physiques que pour des agents ou d'autres personnes. Voilà, donc il y avait ces deux hypothèses. Et donc, comme je vous le disais, au moment du début de ma thèse, on venait de découvrir ces fameux neurones miroirs. Donc, les neurones miroirs, je vous rappelle, se trouvent, mon dessin est décalé, mais au sein du cortex pariétal et du cortex prémoteur, ceci est un cerveau de singe. Et si on enregistre de l'activité unitaire cellulaire de neurones au sein de ces régions, ce qu'on a pu montrer, c'est que si le singe exécute une action ici, par exemple, attraper une cacahuète, on va avoir un pattern d'activité qui est celui-là. Mais ce que l'équipe de Rizzolatti a découvert, un peu par hasard d'ailleurs, c'est que si l'expérimentateur prend cette même cacahuète en face du singe, alors on observe le même pattern d'activité pour cette même action. Donc il y a ici une sorte de recouvrement total entre la perception d'une action et l'exécution d'une action au sein d'un même neurone, ce qui était quand même assez fascinant.
Depuis, il y a eu un ensemble assez important de travaux en neuroimagerie dont le but était de déterminer si un système identique existait chez l'homme. Donc, est-ce qu'on retrouve des activations au sein du cortex pariétal et au sein du cortex prémoteur lorsque l'on observe l'action d'autrui. Et c'est effectivement ce qu'on a pu observer en neuroimagerie. Ici, par exemple, c'est une étude que j'ai réalisée à Londres avec Dick Passingham. On a pu montrer, alors ici c'est le cortex, le sillon intrapariétal, mais c'est le cortex pariétal. Vous pouvez voir qu'il y a une activité lorsque l'on observe simplement une personne réaliser une saisie d'objets comme ici. Et ici, c'est le niveau d'activité dans ces mêmes voxels, donc exactement dans cette même région, lorsque la personne exécute exactement la même action. Donc, on a, j'ai envie de dire, de l'activité quand on observe et quand on exécute, mais vous pouvez voir déjà qu'il y a une différence, qui est un niveau d'activation qui n'est pas du tout le même entre observer et exécuter. Probablement pour un physiologiste, parce qu'il ne faut pas dépasser un certain seuil au-dessus duquel l'action serait potentiellement déclenchée et qui ferait qu'on serait tout le temps en train d'imiter les autres. Donc pour moi, ça c'est simplement quelque chose de remarquable, qui est que le cerveau ici voit déjà qu'il y a une différence entre observer et exécuter, de par le niveau d'activation qui va être engendré par l'observation d'une action. Alors, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément... Ça, maintenant, pour moi, c'est acquis, c'est-à-dire qu'effectivement, il semblerait qu'on utilise son propre système moteur pour lire les actions d'autrui. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu quelles sont les limites d'un système. Donc, on sait qu'on utilise ce système pour lire les actions. Maintenant, est-ce qu'il y a des limites et quelles sont-elles ? Alors, la première chose qu'on a pu montrer, c'est que, et là je parle d'autres travaux, c'est qu'il va y avoir une influence du stimuli, c'est-à-dire du type d'action qu'on va présenter aux gens. Par exemple, plusieurs fois, il a été montré qu'il faut que l'action perçue respecte ce qu'on appelle la loi puissance de tiers, mais en fait qui est la loi qui définit ce qu'est un mouvement biologique. Et si cette loi n'est pas respectée par le mouvement présenté, alors on a une diminution d'activité au sein de ce système de représentation motrice partagée ou de neurones miroirs. La deuxième chose, c'est qu'il semblerait, mais ça n'a pas été répliqué forcément, donc je suis un peu plus... Il faut prendre un peu plus de précautions, mais j'aime beaucoup cette étude, donc je vous la présente quand même. Il semblerait que l'action doive respecter ce qu'on appelle les contraintes biomécaniques. À savoir que si je présente ici deux photos, une première comme ça et une deuxième, si entre ces deux photos, je mets un temps très court, vous allez percevoir mon bras qui traverse la jambe. Mais si je laisse un tout petit peu plus de temps, votre cerveau va reconstruire quelque chose qui respecte les contraintes biomécaniques du corps et la plupart d'entre vous vont commencer à voir ce genre de pattern. Et en fait, on ne fait ça que pour un agent biologique. C'est-à-dire que si je présente un rond qui traverse un rectangle, quel que soit le temps entre les deux photos, vous n'allez jamais voir le rond qui va faire un mouvement pour ne pas traverser un objet physique. Donc c'est uniquement pour des corps humains, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a testé, qu'on va reconstruire en fait un mouvement qui respecte les contraintes biomécaniques du corps. Donc ça semble assez fort, c'est-à-dire qu'il faut que cette action respecte ces contraintes biomécaniques. Et pour moi, c'est encore un argument en faveur de cette idée que je recrute mon propre système moteur pour percevoir les actions d'autrui. Et du coup, ce système moteur va contraindre ma perception. La deuxième influence, c'est non pas une influence du stimuli, donc de l'action que je suis en train de percevoir, mais c'est l'influence de ce que je suis. D'accord ? Donc, il semblerait qu'il y ait une influence, notamment de nos capacités motrices propres. Alors, il y a les capacités motrices qu'on partage au sein de l'espèce. Par exemple, les contraintes biomécaniques, pour moi, on les partage tous. Et puis ensuite, il y a des contraintes plus personnelles, comme par exemple nos capacités motrices propres, et je vais vous montrer pourquoi. Alors ça, c'est une étude qui a été réalisée par Vincent Reed, que j'aime beaucoup. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des très jeunes enfants, je pense qu'ils étaient vers 1 an, ou peut-être entre 1 an et 2 ans, je ne me souviens plus très bien.
Et on sait qu'à cet âge-là, il y a des grandes variétés de comportements moteurs entre les enfants, ce qui ne veut rien dire pour plus tard dans leur développement. Mais certains marchent déjà, d'autres pas du tout. Certains commencent à avoir quelques mots de langage et pas d'autres. Donc il y a une grande variabilité dans ces âges-là en termes de motricité. Donc il a pris une classe de crèche, par exemple, et il a séparé sa classe en deux. Des enfants qui avaient un développement moteur assez développé et des enfants un peu moins développés. Il leur a montré deux types de films. Des films où les contraintes biomécaniques du corps sont respectées et des films où ce n'est pas respecté. Vous ne voyez pas ici, mais c'est affreux. Le coude est complètement tordu. Ça fait mal juste de voir ça. Et ce qu'il a montré, c'est qu'il n'y a pas de différence en termes de temps de regard, mais même, je pense qu'il avait fait l'EEG avec ça, chez des enfants qui n'ont pas encore de capacité motrice très développée. Donc, seuls les enfants qui ont déjà une motricité assez développée vont faire la différence entre ces deux types de films. Donc, à nouveau, pour moi, c'est en faveur de cette idée que mon système moteur contraint ma perception. Et là, je parle de la perception des actions de l'autre. De la même manière, on peut montrer la même chose chez l'adulte. Alors ici, c'est avec l'exemple du piano. Si je vous montre des films de quelqu'un qui joue réellement du piano sans entendre de son, c'est simplement des vidéos du mouvement sans le son du piano, ou quelqu'un qui fait semblant, donc comme condition de contrôle, et que je regarde la différence entre ces deux conditions, et que je vais scanner des gens naïfs, donc c'est moi qui ne sais rien faire, quelqu'un qui est en train d'apprendre à faire du piano et puis quelqu'un qui est un expert, ce que vous voyez, c'est qu'on va avoir une augmentation d'activité au sein de ce système pariéto-prémoteur, enfin du système moteur, au fur et à mesure qu'on est expert. Donc, si on est capable de faire ce mouvement, alors on va activer son système moteur. Mais si on n'est pas capable de faire, on ne va pas forcément avoir des représentations partagées avec l'autre. On a montré un résultat similaire en utilisant cette fois-ci des danseurs. C'est une collaboration avec Béatrice Calvo-Merino, Daniel Glazer et Patrick Haggard. Donc, ce qu'on a fait à Londres, c'est qu'on a fait 2 études avec des danseurs. La deuxième est la suivante. On est allé chercher des danseurs du Ballet Royal pour la bonne raison que ce sont des gens qui s'entraînent tout le temps ensemble. Donc, il y a des hommes et des femmes. Mais il y a des mouvements qui sont spécifiques pour les hommes et que les femmes ne font jamais. Et l'inverse, des mouvements qui sont spécifiques pour les femmes et que les hommes ne font jamais. Et puis, il y a des mouvements que tout le monde est capable de faire. Et ce qu'on voulait faire, c'était savoir si, finalement, les résultats qu'on a obtenus, par exemple, chez les pianistes et qu'on avait obtenus, nous aussi, avec des danseurs, est dû simplement à de la familiarité visuelle. Parce que vous pourriez me répondre, mais ça, c'est juste parce qu'un pianiste a l'habitude de voir ce genre de mouvement. Donc, c'est simplement de la familiarité visuelle. Alors là, comme ils s'entraînent tous les jours ensemble, on ne peut pas dire qu'il y a des différences de familiarité visuelle. C'est simplement des différences d'expertise motrice et de qu'est-ce que je suis capable de faire. Et ce qu'on montre, c'est qu'effectivement, on a plus d'activité dans le pariétal et le prémoteur quand les femmes regardent des mouvements qui sont spécifiques aux femmes et quand les hommes regardent des mouvements spécifiques aux hommes, mais pas le contraire. Donc à nouveau, ça nous dit que c'est bien une histoire de j'utilise mon système moteur et qu'il n'y a pas ici d'effet de familiarité visuelle. Un autre effet, c'est qu'il semblerait qu'il y ait un effet du genre. Donc peut-être que ça, c'est une étude par Cheng. Il faudrait voir si on arrive à répliquer ça, mais il semblerait qu'il y ait plus d'activité chez les femmes que chez les hommes. Pourquoi, je ne sais pas. Un effet qui m'intéresse moi beaucoup, c'est qu'il y a une influence de la pertinence sociale ou en tout cas de la potentialité d'interaction avec l'autre. Donc si je vous regarde droit dans les yeux et que je vous parle, il va y avoir plus d'activité dans votre système moteur que si je vous tourne le dos et que je fais exactement le même geste. Ça semble normal, sauf que chez le singe, par exemple, Rizzolatti a montré c'était systématique et automatique. Donc à chaque fois que Rizzolatti montre un geste à son singe, il a une activation des neurones miroirs, il n'y a pas d'habituation, il ne semblerait pas qu'il y ait un effet du contexte. Chez l'homme, ça semble assez différent, c'est-à-dire que c'est pas forcément automatique et il semblerait que le contexte social va avoir une influence sur le niveau d'activité de la même manière que l'expertise.
Ça, c'est une autre façon de montrer cette histoire d'interaction potentielle. Ça a été fait par Obermann. Vous ne voyez pas grand-chose, donc je vais vous expliquer. Cette fois-ci, ce n'est pas de l'IRM fonctionnel, mais c'est l'enregistrement de la fréquence mu au niveau du système moteur. Et ce qu'elle a montré, c'est qu'elle montre soit 3 personnes qui jouent au ballon, mais ils ont chacun un ballon. Donc il n'y a pas d'interaction. Soit 3 personnes qui jouent ensemble, mais cette fois-ci, ils ont un seul ballon qu'ils se font passer. Et dans la dernière condition ici, on fait semblant d'impliquer l'observateur en lançant le ballon vers lui, comme s'il avait la capacité de le récupérer. Et ce qu'elle montre, c'est que plus il y a des potentialités d'interaction avec l'autre, et plus ce système moteur va être activé. Donc c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, donc quel est le rôle de ce système? Donc ce qu'on a vu, c'est qu'on peut montrer que le système moteur est actif ou participe à la perception des actions d'autrui, mais qu'il y a quand même une modulation en fonction de ce que je suis, de quelles sont mes capacités motrices propres et en fonction du contexte social. Donc d'une certaine manière, c'est pareil, mais c'est un petit peu différent. Ça, c'est pour déjà mettre un bémol sur est-ce qu'on est tout le temps en train de simuler l'autre et est-ce que c'est automatique? Oui, mais quand même, et moi je vais commencer à mettre des mais. À quoi ça sert moi, ça fait 10 ans ou 15 ans que j'étudie ce système-là, je ne suis toujours pas vraiment capable de répondre. Il y a quand même plusieurs positions. Il y en a une que je favorise, qui est la prédiction d'action, déjà par le fait même que le système moteur a comme propriété principale d'être prédictif. Donc je me dis, si j'utilise mon système moteur pour lire les actions d'autrui, je vais avoir les mêmes propriétés qui ressortent, qui est cette prédiction. Beaucoup de gens pensent que c'est pour comprendre les actions d'autrui et les partager. Ça, c'est une discussion qu'on a eue d'ailleurs au DEC l'année dernière avec Rizzolatti. Il y a quelque chose qui continue de m'étonner, c'est que Rizzolatti n'a pas forcément envie de mettre le mot prédiction sous ce système-là et je ne suis pas sûre de comprendre qu'est-ce qu'il gêne dans la prédiction. Mais ce que je comprends, c'est que très souvent, il me dit non, c'est pas de la prédiction. Pourquoi, je ne sais pas, mais bon, voilà. Donc, j'oscille, moi, encore entre ces deux rôles, en sachant que je préfère les prédictions. Alors, une question qui a intéressé Fabrice, je pense, donc j'ai réintroduit ça un peu aujourd'hui, ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, mais est-ce que ces représentations motrices partagées vont participer à la compréhension du but de l'action que l'on observe ou de l'intention de la personne. Donc là-dessus, à nouveau, il y a deux positions. C'est un peu comme la position d'avant. Donc il y a une première position qui, pour moi, est justement celle de l'équipe de Rizzolatti, qui est que, en fait, on va avoir comme un bottom-up, on va partir de la représentation visuelle, activer nos représentations motrices, et de là, retrouver le goal, ça commence les conflits, les buts le but qui était à l'origine de cette action, ou l'état mental. Donc ça, c'est une première position, donc pour moi, prise effectivement par l'équipe de Rizzolatti. La deuxième qui est défendue surtout par Sibra, mais par d'autres aussi, par Gunther Knoblich, c'est que ça joue un rôle dans la prédiction, mais pour prédire, il faut déjà avoir en fait un certain nombre de cues, de signaux sur les buts potentiels, et on les trouve dans le contexte. Donc c'est une vue un peu plus top-down, en fait, c'est que j'ai un contexte, ça va me donner un certain nombre d'hypothèses d'actions possibles, et donc je vais avoir une prédiction sur sur l'action qui va se dérouler devant moi. Alors, à nouveau, quand j'ai commencé à me poser cette question, en fait, le cerveau social ou le cerveau TOM, donc c'est le sillon temporal supérieur ou la jonction temporopariétale, le pôle temporal et puis le préfrontal médian, avait été étudié principalement en utilisant soit des histoires verbales, donc on demandait aux gens de déterminer quels étaient les états mentaux des gens au cours de petites histoires, ou bien en utilisant des vignettes statiques de dessin et déterminer par exemple la fin d'une histoire sous forme de dessin. Mais tout était statique. Donc la question un peu c'était comment j'arrive à déterminer quel est le but ou l'intention d'autrui à partir justement des comportements non verbaux et moteurs. Donc ça c'est la question que je me suis posée en fait en arrivant
en postdoc et donc essayer de déterminer ces liens entre les représentations motrices et ce système du cerveau social ou de Tom. Donc comment j'ai essayé d'adresser cette question? En fait, j'ai filmé des acteurs en train de porter des boîtes. C'était des gens du travail, donc je leur ai demandé de soulever cette boîte. Le truc, c'est que je changeais le poids de la boîte. Donc de temps en temps, c'était 1 kg, 6 kg, 12 kg ou 18 kg. Et je me suis amusée à faire plusieurs conditions. Des conditions où l'acteur connaissait le poids réel de la boîte, donc il pouvait programmer correctement son action. Des conditions au cours desquelles je lui mentais pour créer des fausses croyances sur le poids de la boîte et donc engendrer, j'ai envie de dire, une fausse croyance et un changement de cinématique dans cette action de juste soulever une boîte. Et puis une troisième condition où je lui ai demandé de me mentir, mais j'en parle pas aujourd'hui pour voir un peu un autre niveau. Et les sujets, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu, ça c'est des petits trucs expérimentaux, mais j'ai attendu quand même presque 1 an pour mettre ces acteurs dans l'IRM et leur montrer les films d'eux-mêmes ou de leurs collègues en train de soulever la boîte. L'idée, c'était, je reprenais en fait le modèle de Prince et de Knoblich, était que si j'utilise mon système moteur pour lire les actions d'autrui, alors si je regarde mes propres actions, il doit y avoir une correspondance d'autant meilleure entre ce que je regarde et ce que j'observe, et donc je devrais avoir des différences entre la perception de mes actions et celle d'autrui, et notamment dans le système moteur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai montré ces petits films, et les gens devaient déterminer si la personne avait une croyance correcte ou fausse du poids de la boîte. Et j'ai regardé ce qui se passait dans le cerveau. Et ce qu'on voit, c'est que si je compare l'activation entre me percevoir et percevoir l'autre, j'ai bien des activations dans le système moteur. Donc ça veut dire que pour réaliser cette tâche, j'utilise en partie mon système moteur. D'accord ? Donc pour détecter la croyance de l'autre, apparemment mon système moteur est impliqué. Alors c'est là que les bémols arrivent, c'est que oui, il est impliqué, mais pourtant il ne fait pas la différence entre les deux conditions qui m'intéressent, à savoir une croyance correcte et une croyance fausse. Là, c'est, alors vous ne voyez pas très bien, mais par exemple ici, c'est correct et fausse, et ce n'est pas significativement différent. Donc en fait, on n'a pas de différence dans le système moteur entre ces deux types d'actions qui pourtant diffèrent en termes de but de l'action, ou en tout cas de croyance. Ce qui fait la différence, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure le cerveau social, c'est-à-dire que si je regarde ce qui se passe entre une fausse croyance et une croyance correcte, alors j'ai des activations au niveau du STS, de l'IFG et du ACC pour notamment les croyances fausses. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Ma manière d'interpréter les choses, c'est que si notre système moteur est activé quand on perçoit les actions d'autrui, donc c'est ce que j'expliquais, pour moi, c'est pour prédire ce qui va se passer par la suite. Donc là, on a une boîte, un acteur, et je pense que notre système moteur va prédire la suite de cette action. Dans le cas d'une croyance fausse, il va y avoir un changement de cinématique parce qu'il faut il faut rétablir par rapport au poids sa cinématique. Et ce qu'on perçoit ne va pas être en correspondance avec ce que j'attends, avec mes expectations, ou mes hypothèses, ou mon anticipation. C'est ce dont parlait Joël ce matin. À chaque fois que je fais une action pour moi-même, j'ai une prédiction et je vais comparer ce que je sens, par exemple, à ce que j'ai prédit que j'allais sentir. C'est la même chose quand j'observe les actions d'autrui. J'ai une prédiction de ce que je dois observer et je vais comparer entre ce que j'observe et ce que je dois observer. Et là, il y a une différence. Et donc, je pense que le système de théorie de l'esprit ou de social brain va se mettre en route quand il y a une violation de mon attente. Et ça n'arrive uniquement que pour les conditions de fausse croyance. Je ne sais pas si j'ai été très claire, mais je vais vous donner d'autres exemples. Donc l'idée, c'est en fait, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau quand j'observe une action inattendue, inattendue. Alors ça, c'est une étude que j'aime beaucoup, par Junji Tano, qui a été faite exactement à la même année où je faisais cette expérience avec les boîtes. Donc l'idée est la suivante. On enregistre l'activité du système moteur, c'est MEPs, là c'est un peu différent, mais
quand je vous présente cette action-là. Alors vous êtes d'accord que là, il y a une bouteille, ma main, a priori, je vais aller attraper et saisir cette bouteille. Vous avez cette attente-là. Et ce qu'il fait, c'est qu'il compare cette condition, effectivement, où la personne va attraper cette bouteille, à cette condition. Et il regarde ce qui se passe quand, tout d'un coup, j'ouvre la main, alors que je ne suis pas du tout encore au niveau de la bouteille. Donc ça, c'est une action inattendue par rapport au contexte et au but. Et ce qui se passe, c'est que ici, c'est l'activité du système moteur quand je regarde un mouvement qui est congruent avec ce que j'attends. Et ça, c'est l'activité du système moteur quand je regarde une action qui est incongruente. Et ce qu'on voit, c'est qu'au début de l'action, c'est la même chose. Et puis tout d'un coup, il y a cette ouverture de la main qui n'est pas du tout au bon moment, pas là où c'est attendu. Et là, le système moteur s'éteint. Il s'arrête. Il y a une violation d'attente. Je ne suis plus capable, je me suis trompée dans ma prédiction, il faut que je change ma prédiction, et pour ça, il faut que j'aille chercher, a priori, dans le contexte, ce qui se passe et ce qui explique que je me suis trompée dans mes prédictions. Donc ça, c'est quand on regarde très précisément l'activité au sein du système moteur. Une autre façon de le montrer qui a été faite très élégamment par Marcel Brass, c'est l'étude suivante. Si vous regardez quelqu'un qui porte 4 ou 5 bouquins et qui va aller allumer la lumière avec son genou, ma foi, pourquoi pas. Vous comprenez en tout cas très bien ce qui se passe ici. Par contre, si cette personne fait le même geste sans livre dans les mains, alors là, c'est vraiment inattendu. Ce n'est pas du tout ce que vous allez attendre. Et ce que Brass montre, c'est exactement ce que je viens de vous montrer, c'est qu'entre ces trois conditions, le système miroir ou le système de représentation motrice, il ne fait pas de différence significative, vraiment. Par contre, ici, il y a une différence très significative, c'est que plus l'action est inattendue et plus mon système TOM se met en route. Parce qu'il faut que je cherche dans l'environnement des raisons pour réaliser cette action. Alors, si je dois résumer ce que je viens de vous raconter, c'est qu'il semblerait qu'on ait une activation ou des représentations motrices partagées avec l'autre pour des actions qui sont déjà dans mon répertoire moteur, donc que je suis capable de réaliser, qui sont assez simples et familières. Et on va avoir un switch, j'ai envie de dire, vers un autre système pour des actions qui sont nouvelles, inattendues ou complexes et pour lesquelles, finalement, je dois aller chercher un but dans le contexte. Une autre façon de dire ça, c'est la suivante, c'est que ce système ici, pariétal prémoteur, va servir à déterminer quelle est l'action et comment elle est réalisée, et celui-là va aider à déterminer, par exemple, le pourquoi dans certains contextes. Donc ça, c'est une proposition par Tew, Gazzola et Kaiser ou Tuffle. C'est une autre façon, pour moi, de représenter. Voilà, et donc, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est l'affect dans tout ça, parce que je ne vous ai pas raconté tout, mais régulièrement, dans toutes ces études, moi, je voyais des activations du système émotionnel, et donc ma question était... alors, je vais voir à peu près comment ces deux-là se parlent et interagissent quand j'observe une action, en fonction de sa familiarité, du contexte, etc. Mais maintenant, qu'en est-il des émotions? J'ai combien de temps, Fabrice? Une vingtaine de minutes. Ok. Donc ça, c'est la question que je me suis posée en arrivant à Paris il y a quelques années. C'est comment je comprends les expressions émotionnelles d'autrui, et à nouveau les expressions émotionnelles non verbales. Ça, c'est pour Jean-Louis. Qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau? Alors, ça, je pense que tout le monde le sait, mais je vais faire un petit rappel. Ce qu'on sait très très bien, c'est que si je vous présente des expressions faciales émotionnelles et que j'enregistre au niveau de votre visage l'activité musculaire, je vais enregistrer une activité musculaire et qui semble assez spécifique, à savoir que si je vous montre un sourire, je vais enregistrer de l'activité au niveau de votre muscle zygomatique qui se trouve ici, alors que si je vous montre une émotion négative, je vais plutôt enregistrer de l'activité au niveau de votre corrugateur. Et à partir de là, en fait, de nombreuses personnes ont commencé à parler à nouveau de représentation partagée, de mimicrie motrice, de contagion émotionnelle. Alors je vous dis tous ces mots-là parce que si on commence à regarder la littérature, c'est intéressant parce que tout le monde utilise des mots un peu différents sans expliquer vraiment ce qu'ils entendent par là, mais on parle souvent de contagion émotionnelle.
Et pour moi, la contagion émotionnelle, elle peut se faire de diverses manières. Donc, mais une des manières dont sont interprétés ces résultats, par exemple, de mimicrie faciale, enfin ça s'appelle de la mimicrie faciale, mais moi je vais appeler ça de la réaction faciale, pour la raison que je vais essayer d'argumenter maintenant. Donc, une des idées, c'est qu'on aurait en fait effectivement des réactions motrices automatiques de mimétisme des réactions faciales d'autrui, que ces réactions faciales, donc c'est la même que ce que je suis en train de regarder, hein, c'est du mimétisme, peut, dans certains cas, engendrer une émotion qui serait identique à celle qu'on est en train de percevoir. Donc, si j'ai envie de résumer, on pourrait avoir des activations au sein de mon système miroir ou de représentation partagée, et ces activations vont engendrer des activations au sein du système émotionnel. Donc ça, c'est une position qu'on peut trouver dans la littérature, et je vais vous donner quelques exemples. Alors, je vais déjà vous dire où ça coince un peu pour moi, c'est que pour certains, par exemple ici, c'est qu'on passe par un système moteur, puis on engendre une activation du système émotionnel. Et en fait, ces gens-là posent ce système en se basant sur des résultats comme celui-ci, par exemple. Donc ici, je vous présente des gens qui expriment du dégoût, du plaisir ou ont une expression neutre face à une odeur qui est dans le verre. Alors, on torture un peu nos sujets, vous savez, quand on fait l'IRM. Donc là, ils les ont torturés, ils les ont mis couchés dans l'IRM avec des tubes dans le nez. Affreux. Et régulièrement, ils envoyaient une odeur dégueulasse. Hop, ça, c'était pour que tu ressentes bien ce que c'est que le dégoût. Et après, on te montre du dégoût chez l'autre et on regarde, en fait, si tu partages quelque chose. La réponse est oui, mon insula est activé dans les deux conditions, quand j'exprime du dégoût et quand je vois le dégoût chez autrui. Voilà. Alors, ce qui me gêne, c'est qu'ici, on a des activations uniquement dans l'insula. Donc, pour moi, c'est déjà une deuxième position théorique qui est souvent mélangée, mais je ne comprends pas pourquoi elle est mélangée. Je vous parle de mes doutes là, face à la littérature, mais en fait, il y a une position, par exemple, par Jacoboni, qui est, donc, j'active mon système moteur, qui va aller activer le système émotionnel. Pour moi, c'est différent d'ici, parce qu'ici, il n'y a pas forcément d'activation du système moteur. Je vais aller directement activer le système émotionnel qui est concerné. Donc ici, l'insula qui est concerné par le dégoût. On a la même chose, par exemple, avec la douleur. Donc ça produit beaucoup de papier, parce que la perception de la douleur... peut être de l'empathie. C'est une façon d'étudier l'empathie pour la douleur d'autrui. Donc, ce qu'on a pu montrer, alors maintenant, je cite que Tania Singer, et c'est une erreur, parce qu'il y a une vingtaine de papiers par l'équipe de Tania Singer et par l'équipe de Dossetti, mais par beaucoup d'autres gens. Et ce qu'on peut montrer, c'est que en vert, c'est quand vous ressentez de la douleur. Donc, à nouveau, là, on torture nos sujets. Ils ont un petit pic, soit de température très haute sur la main, soit carrément un pic, je crois. Et là, vous observez, par exemple, votre partenaire en train de ressentir de la douleur. Et dans les deux cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a des activations de l'insula et de l'ACC, donc pour soi et pour autrui. Et à nouveau, ce sont des représentations partagées. Donc ça veut dire que quand vous ressentez de la douleur, mon système de douleur semble être actif. Et donc une des interprétations, c'est cette simulation incarnée, donc pour moi qui est un petit peu différente que passer par le système moteur, parce que là c'est en fait je vais activer l'ensemble des régions qui sont activées lorsque je ressens moi-même cette émotion. Alors, comment on peut... Donc là, il y a un papier qui clarifie un peu les choses, c'est celui de Klaus Lam avec Dossetti et Singer, justement, qui permet de retrouver cette histoire de représentation partagée, qui me parle un petit peu plus. C'est que, en fait, maintenant, on a suffisamment de données sur la perception de la douleur pour faire des méta-analyses. Et ce qu'ils ont montré, c'est que, en fait, il y a deux types d'études sur la perception de la douleur. Un premier type qui utilise finalement des expressions corporelles de douleur. Donc, soit vous voyez le visage d'une personne exprimant la douleur, soit vous voyez quelqu'un se couper, mais j'ai envie de dire, même si ce n'est pas l'expression de la douleur, vous en inférez tout de suite que derrière, il y a de la douleur. Ou bien, ça c'est plutôt l'équipe de Tania Singer, on a utilisé des symboles abstraits
Et Tania utilise la plupart du temps ça. C'est à savoir, par exemple, si c'est vert, c'est vous qui allez ressentir la douleur, et si c'est violet, c'est votre partenaire à côté. Donc, c'est deux façons d'aller activer cette matrice qu'on appelle la matrice de la douleur. Et en fait, avec les méta-analyses, on commence à voir un peu mieux les choses. C'est qu'il semblerait que si je vous montre un corps, alors vous allez effectivement aller activer des activations motrices. Donc, c'est assez cohérent avec ce que je vous ai montré dans la première partie de la conférence, qui est effectivement, j'utilise mon système moteur pour lire les actions d'autrui, et ensuite on va avoir une activation de cette matrice de la douleur, alors que si j'ai des symboles abstraits, je vais passer plutôt par cette histoire de Theory of Mind pour aller activer ce système. Donc ça, c'est la dernière proposition de ces auteurs, que je trouve un peu plus claire pour justement comprendre pourquoi dans certains cas on aurait le système moteur et dans d'autres cas moins. De la même manière que pour la perception des actions d'autrui, on va avoir une influence de qui l'on est. Donc, est-ce qu'on est un homme, une femme? Ça, c'est De Sety qui a montré à nouveau ça, qu'il y avait des différences selon les hommes et les femmes dans l'activation de cette matrice de la douleur. Une autre chose qui influence, c'est votre niveau de relation avec l'autre. Donc, si c'est vous, vous avez une activation très forte, ça c'est normal. Si c'est votre partenaire, c'est aussi très fort. Et si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout, il y a une diminution en fonction du social bound entre les personnes. Il y a aussi une influence de la similarité et dissimilarité entre vous et l'autre. Alors ça, je me souviens très bien parce que c'était Angela Sirigu qui faisait ça avec un Italien dont le nom va évidemment m'échapper parce que je le cherche. Aliotti. Et je me souviens parce que Aliotti était très très perturbé par cette étude où en fait ils avaient montré des mains blanches et des mains noires, et quand ils montraient des mains noires, il n'y avait plus du tout d'activation dans le système de la matrice de la douleur, et ils ne voulaient pas du tout publier ces données. Et puis il se trouve que depuis, il y a un certain nombre de données qui montrent qu'effectivement il y a une influence systématique du groupe social. Le genre est un groupe social et il y avait déjà une influence, et aussi, ça c'est une étude de Sety qui montre qu'il y a aussi une influence de vos opinions très forte. Donc là, on vous présente des gens et on vous les présente en disant, ben voilà, il a le sida parce qu'il a eu une transfusion sanguine, ou il a le sida parce que il était abuseur de drogue, et votre niveau d'activation n'est pas du tout la même en fonction de la condition dans laquelle on vous présente ces personnes. Donc il y a une influence extrêmement forte sur le niveau d'activation au sein de ces régions-là. Alors, à nouveau, quel est le rôle de ce système? Donc pour la plupart des gens, toutes ces activations communes entre soi et autrui sont le reflet donc des partages d'émotions entre moi et l'autre et d'empathie. Moi, c'est pareil, c'est comme tout, j'ai mis un doute sur ce partage, ne serait-ce que parce que déjà, il n'est pas automatique. On parle tout le temps d'automaticité, de contagion émotionnelle, mais ce n'est pas automatique, puisqu'il y a une influence très forte de qui je suis, du contexte social, etc. Et il y a une influence aussi je ne vous ai pas montré, mais de quelle émotion on regarde, est-ce que quelqu'un vous observe, vous observe pas, du niveau de familiarité, etc., etc. Donc c'est comme tout à l'heure, c'est pareil, mais c'est un peu différent quand même. C'est pas tout à fait la même chose, et puis c'est selon ma perspective, et puis pas la vôtre. Enfin bon, donc ça c'est un premier bémol. Et puis la deuxième chose, c'est que De Sety a fait un volte-face qui m'aide beaucoup, et qui est que c'était un des premiers défenseurs de cette histoire d'empathie et de partage émotionnel, et puis de plus en plus il présente l'activation de cette matrice de la douleur de la façon suivante, où il dit mais en fait finalement, d'abord, c'est pas automatique, d'accord? On n'a pas une activation automatique de cette matrice de la douleur, et surtout, c'est pas de l'empathie ou de la sympathie, mais pour lui maintenant, c'est en fait j'ai du mal avec l'anglais, pardon. On va activer un système de survie, c'est-à-dire que quand je vois de la douleur chez l'autre, c'est pas quelque chose que j'ai envie de partager.
c'est un truc qui est... Il faut avoid, j'ai du mal, je fatigue avec le temps qui passe. Je vais essayer d'éviter cette condition, d'accord? Je veux dire, voir la douleur, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Et donc, ce système-là permettrait d'éviter cette condition, soit en allégeant la douleur de l'autre, soit en allant voir ailleurs ce qui se passe. Donc là, il a changé de position, ce que j'aime bien. Donc, commence à se poser la question de est-ce que je suis en train de partager ou est-ce que je suis en train de tout simplement réagir à ce que je suis en train d'observer. Et c'est un peu ça que dont je voudrais parler dans cette dernière partie, c'est que pour moi, le mimétisme n'est pas toujours la réponse la plus adaptée. Et puis finalement, peut-être que ce partage avec l'autre, c'est simplement accidentel. C'est-à-dire que parfois, il se trouve que l'émotion de A va provoquer chez moi la même émotion, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, ce qu'on appelle partage, c'est peut-être pas le cas. Et donc, moi, je défends plutôt l'idée que les émotions, en tout cas, là, on parle d'émotions, sont des tendances à l'action. Et donc, par exemple, l'expression émotionnelle de l'autre va aller induire chez moi un état émotionnel qui lui-même va induire un certain nombre de cascades physiologiques, motrices. Et parfois, l'expression faciale qui est engendrée ressemble à la vôtre, mais parfois, elle ne ressemble pas du tout à la vôtre. Alors, pourquoi je me permets de dire ça? Donc ça, c'est parce que les 6 dernières années dans mon équipe, c'est un peu ça qui nous a intéressés. Donc l'idée, c'était cette fois-ci d'aller regarder quel est le lien entre mon système de mimétisme moteur et puis mon système émotionnel, et d'essayer justement de clarifier le lien entre les deux, ou bien quand est-ce que l'un intervient et pas l'autre, etc. Alors, comment on a fait? En fait, on a étudié les expressions corporelles des émotions. Donc, on a maintenant une sorte de batterie d'expressions émotionnelles corporelles sur lesquelles on a caché le visage des gens, parce que pour éviter justement ce mimétisme facial automatique, on ne présente pas le visage, on présente simplement l'expression corporelle, et puis on va aller voir ce qui se passe un peu. Et on s'est aussi intéressé surtout à la peur et la colère, d'abord parce qu'elles représentent une menace et il y a une histoire de survie ici, donc c'était pour se mettre un peu dans des conditions assez fortes. Et d'autre part, parce que je sais qu'elles vont engager cette réaction chez l'autre. Donc je me disais, je vais pouvoir voir un peu la relation entre mimétisme et réaction. Donc comment on a fait? Donc c'est la thèse de Swan Pichon, qui est maintenant à Genève, chez Patrick Villemier. Donc on a fait une série d'études en fait, avec le principe suivant. À chaque fois, c'était des études très simples avec 2 facteurs. On présentait soit des expressions corporelles neutres, soit des expressions corporelles de peur ou de colère. Et ces expressions étaient statiques ou dynamiques. Et en fait, dans le scanner, les gens n'avaient, entre guillemets, rien à faire, à part repérer quand un film était à l'envers. Ça, c'est tout simplement pour être sûr qu'ils ne s'endorment pas, parce que moi, la première, je m'endors en 3 minutes, montre en main. Donc, on est dans ce bruit. Là, il y en a qui détestent, ça les rend complètement phobiques. Moi, ça m'endort, ce bruit hyper régulier. C'est génial pour dormir. Et je sais que c'est génial pour dormir. On a enfin 1 heure de paix, tranquille. Personne ne peut nous déranger, mais en fait... du coup, ça pose un problème. Donc, je regarde toujours, et sinon, je crie dans le micro « Debout !» parce que sinon, ils s'endorment. Mais le principe, c'est que ces gens n'ont rien à faire. Je ne leur demande pas une tâche. C'est vraiment de l'observation assez passive, mais attentive de ces films. Alors, qu'est-ce qu'on trouve? Donc, en résumé, parce que c'est un ensemble d'études, on a trouvé que la menace, que ce soit la colère ou la peur, vont engendrer des réponses de défense, c'est-à-dire que on va avoir des activations au sein du sillon temporal supérieur, de l'amygdale et du prémoteur, mais comme vous pouvez voir, on n'a pas d'activation de la voie pariéto-prémotrice que je vous ai montré dans la première partie du talk. Donc ici, on n'est pas dans les représentations partagées dont je vous ai parlé au début. On passe par une voie très différente qui correspond à ce qu'on connaît chez le singe, par exemple, qui passe par là, c'est-à-dire que c'est l'amygdale qui va aller induire un système de préparation motrice, et ce n'est pas du mimétisme. Donc on a montré que c'était égal pour la peur et la colère, ce qui m'arrange aussi, parce que si c'était
du mimétisme, la peur engendre la peur, mais la colère aurait dû engendrer la colère, et donc on n'aurait pas dû avoir la même chose entre ces deux émotions. Et l'autre chose, c'est qu'on a montré que c'était indépendant du contrôle attentionnel, c'est-à-dire que si sur les films que je vous ai présentés tout à l'heure, je vous demande de faire une tâche attentionnelle très compliquée qui est d'aller détecter un tout petit point lumineux qui passe par là juste 40 millisecondes et de me dire sa couleur, on va avoir des activations de ce système malgré le fait que vous êtes en train de faire attention sur autre chose. Donc c'est quelque chose de l'ordre de la survie et assez automatique. Et ce qui est intéressant, c'est que la colère va engendrer un nombre, des activations beaucoup plus larges que simplement ce petit système, ce qui n'est pas un tout petit système, mais de préparation motrice. On va avoir des activations de l'hypothalamus et du cortex frontal. Et en fait, c'est parce que la colère c'est beaucoup plus social dans le sens où si j'exprime la colère vers vous, c'est que je suis en train de vous demander de changer de comportement. Donc il faut prendre en compte le contexte, comment vous allez me répondre, etc. Il n'y a pas ça dans l'expression de la peur. Si j'exprime la peur, vous pouvez regarder dans l'environnement ce que je suis en train d'indiquer qui me fait peur, mais ce n'est pas un request for action comme l'est la colère. Donc, voilà, donc on en était là avec Swan et du coup on se disait, bon, on n'a pas d'activation dans le système miroir ou dans les représentations motrices, ou du moins ce qu'on a vu c'est que, donc ça c'est en vert, c'est le système que je vous ai présenté dans la première partie de la conférence, le système miroir, et en rouge c'est ce qui se passe quand je regarde une émotion, et ce qu'on peut voir c'est que on a des activations dans ce système pour toutes les actions, donc c'est ici. Mais on a des activations dans le rouge ici que pour les expressions émotionnelles. Donc il semblerait que ces deux systèmes soient là, mais j'ai envie de dire qu'ils sont en train de marcher de façon parallèle. Alors ça, c'est l'image que j'avais en tête il y a encore un an. Je me disais, bon, on a deux systèmes, ils n'ont pas tout à fait le même rôle. Il y en a un, c'est pour me préparer à réagir face aux émotions d'autrui, et puis l'autre, peut-être, qui me sert à prédire, mais j'arrive pas vraiment à voir comment ils interagissent. Potentiellement, ça pourrait permettre de défendre ce système de Bavela. S'il y en a un qui est plus un acte de communication, je te comprends. Ouais. Et l'autre, c'est plus la manifestation d'un programme affectif et je prépare mon action à réagir. Et puis, il y a Laurence Conti qui est arrivée dans mon labo. Elle est là. Elle aurait dû être là avec nous aujourd'hui, mais elle vient de faire un petit Léo. Alors, elle s'occupe de Léo. Et Laurence, elle est arrivée avec une technique que je ne connaissais pas, qui est l'électroencéphalographie, donc qui nous donne des idées beaucoup plus précises sur le déroulement temporel de tout ce qui se passe dans le cerveau. Et moi, j'avais cette image un peu statique de ce qui se passait pendant 2 secondes de mes films. Alors, on a mis nos expertises ensemble et on a construit l'étude suivante, où on s'est dit, on va essayer de chercher à comprendre un peu comment ces deux systèmes interagissent et quand, surtout, est-ce qu'ils interagissent et s'ils interagissent, quand. Donc, pour ça, on a réalisé l'étude suivante. Donc, on a présenté, on a fait varier 3 facteurs. Le facteur, est-ce que je vous regarde ou je regarde quelqu'un d'autre ? Donc le facteur de pertinence, puisqu'on a vu que ça va moduler l'activation de nos systèmes. Un facteur d'émotion, est-ce que c'est neutre ou c'est colère ? Et puis un facteur, j'ai envie de dire, de geste avec le pointage. Donc ici, c'est quand et comment vont être intégrés l'émotion, le geste et le regard. C'était un peu ça la question. Et on a fait de l'EEG sous IRM. Donc on a mis tout ensemble pour essayer de voir comment ça se passe. Alors ça, c'est pour vous donner une idée du déroulement de l'expérience. Ça marche pas. Ça marche pas, tant pis pour vous. Ah voilà. Donc ça, c'est quelqu'un qui veut regarder. Je sais pas si j'en ai un autre. Voilà. Voilà. Et notre idée, en fait, c'était de créer une sorte de modulation paramétrique de l'implication du sujet. Parce que si je suis menacée par quelqu'un, je dois me préparer. Et l'idée, c'est que plus je dois me préparer, enfin, ces conditions-là, c'est une augmentation de mon besoin de me préparer.
Et on a effectivement, quand on demande au sujet d'évaluer le niveau d'implication par ces différentes conditions, c'est ça qu'on trouve au niveau comportemental, donc on avait bien validé notre expérience. Alors, au niveau cérébral, qu'est-ce qu'on trouve? Bon, moi, j'adore ces résultats, mais je vous les soumets maintenant. Donc, je sais pas, c'est pas le bon bouton, ça marche plus. Bon, il veut plus marcher. Alors, ce qu'on trouve, c'est que, donc, je vous rappelle, c'est EEG sous IRM, donc ça nous donne une idée et de où ça se passe et quand. Donc, ce qu'on trouve, c'est qu'on a une analyse de l'émotion au niveau de l'amygdale, ce qui est très cohérent avec la littérature, en 170 millisecondes. Donc, ça, c'est un effet connu. Mais déjà, c'est un premier résultat, c'est qu'il y a une analyse de l'émotion indépendamment des autres facteurs qui sont le regard et le geste. Alors que des gens comme David Saunders, par exemple, et d'autres défendent la théorie de la relevance, de la pertinence pour l'amygdale, et disent mais l'amygdale détecte et n'a pas la même activité si c'est une émotion avec un regard, notamment pour la colère. Et en parallèle, parce que c'est à 190 millisecondes, on a une activation de la voie dorsale, c'est pour ça que je vous la remets en vert ici, donc du cortex pariétal et de la SMA, pour tout ce qui est signaux directionnels, c'est-à-dire pour le regard et pour le geste. Donc les deux sont analysés au niveau de la voie pariétale, et moi ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'en 200 millisecondes, l'ensemble de ces signaux-là, émotion, regard et geste, sont intégrés dans le prémoteur. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que le prémoteur est d'autant plus activé que la menace augmente. Donc plus j'ai une menace importante et plus j'ai une activation dans le prémoteur, ce qui me fait penser que ici on a une interaction probablement entre ces deux systèmes, mais le but ici c'est de me préparer à réagir face à la menace de l'autre. Donc si je dois conclure sur cette dernière étude, c'est que les expressions émotionnelles dynamiques sont décodées comme des signaux sociaux interactifs. Alors je reprends le mot social affordance, parce que pour moi c'est un peu la même chose, c'est que c'est les expressions des autres, leurs comportements moteurs sont des affordances sociales. Ils communiquent quelque chose et donc ils sont une demande en termes d'action, mais cette fois-ci de réaction pour l'observateur. Soit je vous fais un résumé, soit j'arrête là.